Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. On continue le bilan de cette année 2024, on est en janvier 2025, voilà, tout ce mois de janvier sera consacré à cette, en dehors des autres formats que vous continuez d'avoir, la série de Balzac, peut-être Zola, les frères Karamazov bientôt qui vont arriver, des bilans lecture, enfin voilà, j'ai plein d'idées de vidéos, et donc je vous réserve une année 2025. Je peux pas vous la promettre géniale, mais en tout cas avec des surprises. Et d'ailleurs, très bientôt, là, j'ai enregistré juste avant une vidéo un peu spéciale, vous allez voir, qui va m'engager également pour le reste de l'année. Mais vous n'êtes pas ici pour ça, vous êtes ici pour les 10 livres, parce qu'il n'y aura pas que des romans, il y a des romans et des essais, mes 10 pires lectures de l'année 2024. Alors, entendons-nous bien, bon, déjà c'est mon classement, donc il est subjectif, et ma subjectivité ne se discute pas, c'est comme ça, j'ai été plus déçu par un que par un autre. Bon, à partir du moment où j'explique le concept c'est pas de dire que le numéro 1 par exemple sera plus mauvais que le numéro 10, parce que déjà je me permets jamais de dire qu'un roman est mauvais, ou qu'un livre est mauvais, je dis qu'un livre ne m'a pas touché, m'a déçu, n'était pas fait pour moi, mais peut-être qu'il va plaire à d'autres. Et par exemple, un roman qui va être vendu à des millions et des millions d'exemplaires et que vous allez trouver mauvais, que ça ne va pas vous plaire, on ne peut pas dire qu'il est intrinsèquement mauvais. Il plaît à des gens, c'est-à-dire qu'il touche quelque chose chez les gens. Donc moi je refuse comme ça de dire tiens ça c'est du mauvais, ça c'est de la mauvaise littérature, ça c'est de la bonne littérature. J'ai toujours refusé. Donc là c'est vraiment mes pires lectures dans le sens où c'est celles qui m'ont le plus déçu. Et vous allez voir que le numéro 1 intrinsèquement est meilleur qu'une grande partie des autres de ce classement. Mais c'est celui qui m'a le plus déçu parce que peut-être que c'est celui avec lequel j'en attendais encore plus qu'avec les autres. Mais à partir de ces règles-là, vous pouvez également peut-être me dire, vous, quelles sont vos 2-3 pires lectures de l'année 2024. Et numéro 10, c'est parti pour le numéro 10, avec un petit montage extraordinaire, avec une petite musique et tout. Voilà, c'est parti. Numéro 10. On commence avec du lourd, du très très lourd, et je pensais pas qu'il figurerait dans ce classement. Mais oui, Un début dans la vie d'Honoré de Balzac est mon 10e pire roman de l'année 2024, pire lecture de l'année 2024. Évidemment, ça reste du Balzac, donc ça reste intéressant, très bien. Mais j'ai vraiment été déçu. Pour le coup, c'était la première fois que depuis que j'ai commencé la comédie humaine où je me suis vraiment ennuyé, où j'ai pas aimé, j'ai pas été intéressé par les personnages. Je vous invite à chaque fois, je vais pas être trop long sur mes lectures, je vous invite à aller voir les vidéos spécialement consacrées à le livre dont je vais parler, mais il est à la fois niais, donc il est pas attachant, il m'a un peu agacé ce personnage au début, comment il est très prétentieux, il se met en avant dans tout le voyage du début, puis après tout le reste de sa vie, c'est presque trop ce qu'il subit comme conséquence d'une petite erreur de jeunesse, donc un début dans la vie pas évident, et franchement assez injuste. Donc oui, j'ai vraiment été déçu, j'ai pas aimé, j'ai pas été intéressé comme je vous le dis par les personnages, je me suis ennuyé. Donc j'ai été déçu, donc c'est normal qu'il figure dans ce classement, 10e de ce classement. On passe au numéro 9. Et le numéro 9, c'est Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez, chez Gallimard, elle fait partie de la rentrée littéraire, donc là aussi je lui ai fait une vidéo, donc vous pouvez aller la voir pour plus de détails et plus de précision. Je suis pas vraiment rentré dedans, cette histoire de famille qui s'exfiltre, et puis le père qui était censé être violent, et finalement on a l'impression que pendant une sorte de rédemption pendant le livre, et que presque il est présenté comme une victime aussi, alors que c'était quand même un père violent. Ce personnage qui va un peu les espionner, qui est un peu bizarre, qui les espionne, et je suis jamais trop rentré dedans. Après ça devient complètement surnaturel, et à partir du moment où c'est devenu totalement surnaturel, c'est vrai que ça m'a un peu sorti du récit. Un peu de surnaturel, d'accord, mais si on a de l'explication, mais en fait, quand il y a trop de mélange comme ça entre le réalisme et le surnaturel, moi, si c'est mal fait, ça me sort du récit. Et là, franchement, non, j'ai pas aimé. Donc on passe maintenant au numéro 8. Jour de ressac de Maïlis de Kerangal, là aussi j'en ai fait une vidéo spécialement consacrée à ce livre. Déçu par la tournure des événements. Je m'attendais à un bon roman policier. J'étais préparé à ça lorsque j'ai commencé le roman. C'est-à-dire que j'avais pas lu le résumé, mais je me suis dit tiens, on m'en parle de celui-ci, donc je vais m'y lancer, je vais l'essayer. Et le début, c'est cette personne qui a un coup de fil, on lui dit il faut venir au Havre, c'est la police, parce qu'on a retrouvé votre numéro de téléphone auprès du cadavre de quelqu'un qui a été retrouvé.
Et il dit, mais je ne suis jamais retourné au Havre depuis ma jeunesse, en fait. Je comprends pas, c'est pas possible. Ça fait bien 20-30 ans que j'ai pas été au Havre. Et ce début-là, il m'avait enchanté. Et après, en fait, c'est pas vraiment l'enquête qui prime, c'est plutôt elle, ses pérégrinations, ses déambulations dans la ville du Havre, de retour vers mélancolie de sa jeunesse. Peut-être que dans d'autres dispositions, j'aurais aimé. Là, j'avais vraiment envie, l'histoire me bottait bien, d'un petit roman policier à l'ancienne, classique. Lorsque j'ai commencé l'ouvrage, je me suis dit, tiens, ça va être ça, et puis en fait, non. Donc, déception, et c'est pour ça qu'il figure dans ce classement des 10 pires lectures de l'année 2024, mais là, vous avez compris, là, on est vraiment dans un sentiment de déception. Donc, on va passer maintenant au numéro 7. Numéro 7, c'est Les Graciers de l'Histoire, c'est un essai historique. C'était intéressant de faire tout un essai, tout un ouvrage historique sur le droit de grâce dans l'histoire qui appartient au chef de l'État, qui appartient au président. Et là, en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment ça qui est analysé, ça allait trop vite, en fait. Et j'ai l'impression que on racontait l'histoire comme un peu ça nous arrangeait, de la part du point de vue de l'écrivaine. Du coup, non, j'ai vraiment pas... À la fin, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, ce livre? Vous voyez, c'était intéressant comme projet. J'ai trouvé ça très intéressant. J'aurais bien aimé qu'elle se mette un peu en retrait et qu'elle essaye d'analyser, mais pourquoi en fait? Pourquoi j'écris ce livre? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Et non, en fait, c'était juste un enchaînement d'anecdotes et pas plus. Et j'aime bien qu'on se mette un peu en retrait, un peu en hauteur et qu'on se dise, tiens, on va essayer d'analyser du coup un peu les liens entre... Et il n'y avait jamais trop ça. Il n'y avait jamais trop d'intervention vraiment de l'écrivaine pour essayer de mettre en lien tout ça. Donc j'ai vraiment trouvé dommage, et encore une fois un côté vraiment, vraiment, vraiment caricatural qui m'a dérangé. Sans nuance, parce que ça a arrangé un peu le discours qui voulait être tenu. Et là, pour le coup, ça me dérange un peu. On passe au numéro 6 à présent. Numéro 6. Eh bien, numéro 6, c'est la philo des mangas de Ivan Tavo. Le projet là aussi était intéressant, c'était de prendre des grands mangas et d'essayer d'analyser l'aspect philosophique. C'est ce qu'on appelle la pop philosophie. Et en fait, à la fin du livre, je me suis demandé, mais à qui ça s'adresse en fait? Vous voyez? Parce que on a tout d'abord des mangas, vraiment ce qu'on appelle les mangas mainstream, c'est-à-dire les mangas que vont adorer principalement les jeunes ados qui sont très lecteurs de mangas aujourd'hui. Vous allez avoir du My Hero Academia, du Jujutsu Kaisen. Vous voyez les grands titres, vraiment grands titres qui sont choisis. Donc on comprend, pour attirer ces jeunes-là qui lisent ces mangas, et ou alors que les adultes disent, tiens, mon fils lit ça, je vais lui acheter ça, comme ça il va avoir un peu de philo. Ben oui, mais le problème c'est qu'après sur la partie philo, ça devient trop compliqué, je trouve, comme manière d'aborder ça. Avec des concepts, et on n'est pas vraiment dans un discours qui permette de s'adresser aux jeunes sur la philosophie. Vous voyez ce que je veux dire? Contrairement à Marianne Chaillan qui le fait très bien, en prenant des mots de tous les jours et sans entrer dans les concepts, et en montrant juste que la philosophie, c'est une affaire également de langage courant. Et là, presque, je vois pas comment un ado pourrait tout comprendre sans avoir jamais fait de philo de sa vie, la partie philosophique de la philo des mangas. Du coup, on a au début une explication de ce qu'est le manga, et les mangas choisis s'adressent plutôt à des ados. Et après, la partie philo, ça s'adresse quand même à des gens qui ont déjà fait de la philosophie. Donc on a un décalage vraiment entre la base et ce qui en est fait. Donc à la fin, on se demande, mais pour qui et pourquoi a été écrit ce livre? Et je ne sais pas si les auteurs et les éditeurs ont vraiment la réponse. Moi, je ne l'ai pas. En tout cas, je ne pourrais pas le conseiller ni à des gens qui ont déjà fait de la philo parce qu'ils connaissent tout ça, ni à des ados qui voudraient voyez, faire de la philo ou s'inspirer de ces titres qu'ils adorent pour voir, vous voyez, il y a de la philosophie un peu partout, et je pense qu'au bout de 2-3 paragraphes, ils disent, c'est bon, je comprends rien, ça sert à rien. C'est nul la philo. Et j'ai peur que ce soit un peu le discours qui en soit la conclusion, et que finalement, ce genre d'essai soit contre-productif par rapport à la volonté initiale. Voilà. Donc, numéro 6 des livres qui m'ont le plus déçu. Et vous voyez, encore une fois, on est dans de la déception, parce que l'essai est intéressant, et j'avais vraiment envie d'y croire, et j'ai trouvé ça pas mal comme concept, et non, ça m'a vraiment pas plu. Allez, on va passer maintenant au numéro 5. Et le numéro 5, je lui ai fait toute une vidéo, et là certains vont dire, mais enfin, il aurait dû être numéro 1, mais tous ceux qui vont dire ça ne l'ont certainement jamais lu, ce livre. Attention, je préfère le dire, parce que je me souviens, lorsque j'ai fait cette vidéo, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, c'est mauvais, c'est de la mauvaise littérature,
Et en fait, lorsque je leur demandais, mais qu'est-ce que vous avez trouvé mauvais? Ah, mais je ne l'ai pas lu. Ah, bah oui, évidemment que vous ne l'avez pas lu. Parce qu'en général, ce livre, enfin, cet auteur, est peut-être l'auteur le plus critiqué au regard du prorata du nombre de personnes l'ayant lu. Par contre, ceux qui l'ont lu et qui aiment bien ce qu'il fait, ben, ils adorent. C'est Marc Lévy. Et si c'était vrai? J'en ai fait une vidéo. Je l'ai lu. J'ai fait l'effort de le lire, du début jusqu'à la fin. De l'analyser comme j'aurais pu analyser n'importe quel autre écrivain, n'importe quel auteur. De ne pas prendre un regard de mépris, de se dire c'est de la mauvaise littérature, c'est de la littérature de gare, c'est mauvais, c'est pas pour nous, nous on préfère lire du Proust, du Balzac, du Asimov. J'ai pas eu cet état d'esprit. J'ai eu l'état d'esprit de me dire peut-être que c'est bien, si ça touche autant de personnes, c'est que forcément ça plaît. Et donc il y a forcément quelque chose, ça touche quelque chose chez ces individus-là. Donc pas de mépris, surtout pas de mépris. Et encore une fois, avant de commenter, de dire c'est de la mauvaise littérature, il aurait dû être le pire, lisez-le. Mais lisez-le en entier, pas juste, tiens, j'ai lu 3 phrases à l'intérieur de la librairie, j'ai vu que c'était mauvais. Ouais, mais c'est facile ça, c'est facile. Vous prenez n'importe quel écrivain, même des grands écrivains, vous allez pouvoir tomber sur des passages comme ça un peu banals. C'est-à-dire que là aussi, c'est un peu ronflant de prendre, je sais pas moi, des grands classiques, d'ouvrir, même du Flaubert ou du Maupassant, vous lisez une phrase et vous dites ah, voyez, qu'est-ce que c'est beau. Mais pourquoi c'est beau? Vous l'auriez lu chez un autre auteur, vous auriez jamais fait ce ah, vous voyez, franchement, qu'est-ce que c'est beau. Non, il y a des explications, il y a une cohérence, il y a un état d'esprit, il y a plein de choses qui font que ces grands classiques sont des chefs-d'œuvre. Je suis d'accord, mais c'est pas juste prendre une phrase au hasard, dire ou alors juste ouvrir un Marc Lévy dans un magasin et dire regarde moi ça, non, sans déconner. Non, il faut un peu plus que ça. Et moi je l'ai lu en entier, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez la voir, et j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. Mais je reconnais que le récit en fait est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire comme ça est pas mal, vous allez la voir si vous voulez voir la vidéo pour que j'explique tout, parce que je vais pas y revenir en détail. Mais moi ce qui m'a manqué c'est plein d'autres choses en fait. Du relief, des descriptions, un contexte, un peu d'universel, et puis surtout des personnages attachants, cohérents, des dialogues cohérents, crédibles. Là on n'a pas tout ça. Mais si on prend juste le récit, et certains ne sont intéressés que par l'histoire, le récit, la narration, c'est pas mauvais, hein, ça aurait pu être dans d'autres écrivains, mais qui vont apporter un peu plus de touche à ces livres-là. Moi, c'est ce que j'aime bien, mais certains n'ont pas besoin forcément de ça et se contentent juste d'une bonne intrigue générale qui tienne la route et avec un peu de surnaturel et qui permettent de s'évader. Et on a ça dans Marc Lévy. On a ça. On a l'équivalent de certains films, téléfilms qui passent à la télé. Les gens lisent, ils font rien de mal. Ne les méprisons pas parce qu'ils aiment ce genre de livre. Encore une fois. Moi, j'aime bien qu'il y ait autre chose. Mais franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Hein. J'ai pas passé un mauvais moment en lisant Marc Lévy. Voilà, je le dis. J'ai été déçu, oui, parce que j'ai pas aimé, ça m'a pas plu. Mais j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis pas ennuyé, ça se lit facilement, ça se lit rapidement, d'une manière fluide. Mais j'ai pas aimé, et je peux pas le mettre numéro 1 parce que j'en attendais pas énormément non plus. Comprenez ce que je veux dire. Donc il est à mi-distance entre la première partie du classement et la deuxième partie du classement. Maintenant, on va arriver aux 4. Les 4 premiers, les 4 livres qui m'ont le plus déçu en 2024. Numéro 4, Les guerriers de l'hiver, de Olivier Norek. Livre plutôt intéressant, là aussi, mais qui m'a déçu dans le sens où, pour moi, et je l'ai dit dans ma vidéo que je lui ai consacrée, donc je ne vais pas non plus aller complètement dans les détails, c'est sur l'histoire de cette guerre, vous savez, entre la Finlande et la Russie. Quand la Russie tente d'envahir la Finlande, que la Finlande se bat, finalement on va finir par perdre cette guerre, mais va être si vaillante que finalement on va se rendre compte que la Russie n'est peut-être pas si forte que ça, et apparemment ça aurait convaincu définitivement Hitler d'attaquer plus tôt que prévu la Russie. Donc le courage des Finlandais, l'intérêt de cette guerre, l'importance, et je vois bien le lien que certains ont fait avec l'époque actuelle et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tout ça est intéressant. Mais attention, le sujet d'un livre ne fait pas sa qualité. Et je reproche beaucoup ça, mais j'en parlerai je pense un jour dans une vidéo spéciale où je parlerai du traitement qu'on fait parfois de la littérature actuelle et contemporaine. Certains, dans la manière d'aborder des livres, vont complètement omettre le livre et vont parler du sujet du livre. Et là, je pense que certains se sont un peu perdus dans le sujet du livre. Parce que le livre en tant que tel, moi, m'a déçu. Je trouve qu'on ne voit pas assez ce côté de l'identité finlandaise, ce côté proprement finlandais qui leur a permis de résister. Et je trouve que ça devient trop un journal de guerre.
Et j'aurais bien aimé qu'une fois que le contexte général est expliqué, qu'on rentre vraiment dans les personnages, que ce soit axé que sur ça. Et après, il y a trop de parties stratégiques qui, moi, m'intéressent pas du tout, en fait, dans l'histoire. Le côté stratégique, tactique, etc., ça m'intéresse pas. Donc, je dis pas que le livre est mauvais, je dis pas qu'il est raté. Encore une fois, je trouve que j'ai pas eu assez de ce que moi me plaît dans les livres, dans les romans historiques. C'est tout. Certains m'ont mis en commentaire, mais tu n'as pas compris le livre. Alors, rassurez-vous, j'ai très bien compris le livre. Je l'ai lu de la première à la dernière page. Je l'ai très bien compris. On n'attend juste pas les mêmes choses d'un roman historique. Moi, j'attends des personnages intéressants, j'attends un côté vraiment particulier et universel. Et j'essaye vraiment de m'extraire, moi, du contexte, et j'essaye de m'extraire du sujet du livre. Et ne pas se dire, bah, tiens, c'est sur ce sujet, donc c'est forcément bien. On passe maintenant à la 3e place. Le Club des enfants perdus de Rebecca Liguiri. Alors, que n'a-t-on pas dit sur ce roman ? Que n'a-t-on pas dit sur ce roman ? Vraiment, c'est compliqué de l'aborder. De toute façon, je ne vais pas être trop long comme les autres, mais c'est compliqué de l'aborder. Vous pouvez aller voir ma vidéo, où moi je suis nuancé, où je rentre dans la complexité de mon analyse. Et là aussi, j'essaye de m'extraire, faire fi du contexte. Le contexte, c'est qu'il a été intégré depuis dans la sélection du Goncourt des lycéens. Et beaucoup ont dit... c'est une catastrophe, c'était un livre dangereux, il n'aurait jamais dû être lu par des lycéens, ça a fait un scandale, et ma vidéo même, c'est marrant parce qu'elle est passée à peu près entre 1000 2000 vues comme les autres vidéos de la rentrée littéraire, à plus de 6000 7000 vues, je sais plus combien exactement elle a fini par faire de vues. Je vous mettrai tous les liens de toute façon des vidéos, rassurez-vous, en description. Tout ça parce que les gens ont dit, en fait c'est pas fait pour les lycéens, donc c'est dangereux, et j'ai eu des commentaires parfois de gens, et on aurait dit que j'étais le diable de parler de ce livre. Alors entendons-nous bien là aussi. Moi, je ne suis pas responsable de la sélection du Goncourt des lycéens. Si j'avais dû la faire, je l'aurais pas mis à l'intérieur. Voilà. Pour autant, ça ne change pas ce que je pense d'un livre. Voilà. Le livre fait partie d'une sélection. Il aurait certainement pas dû en faire partie. Je trouve qu'effectivement, il y a des termes, il y a de la vulgarité, il y a d'autres choses à faire lire à des lycéens. Je suis d'accord. Pour autant, je balaie ça, et ça ne rentre pas en ligne de compte pour juger la qualité d'un livre ou non. C'est-à-dire qu'il faut juste être vigilant, dire attention. Là, il y a des termes effectivement vulgaires, il y a des scènes très glauques, il y a des scènes très difficiles. Il y a de la vulgarité vraiment, et ça va beaucoup trop loin dans certains détails, dans le Club des enfants perdus de Rebecca Liguiri. Donc non, j'aurais pas fait lire ça à un lycéen. Oui, je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit attention, c'est pas pour tous les publics, c'est pas à faire lire à tout le monde. Voilà, à partir du moment où j'avais dit ça, pour moi, j'ai fait le nécessaire sur ce sujet-là. Après, à côté de ça, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce livre. Qui m'a pas vraiment plu, où je me suis ennuyé dans toute la seconde partie. Ou au-delà de ce côté vulgaire qui, moi, franchement, a tendance à me sortir d'un livre, parce que je trouve qu'on peut écrire un beau livre, on peut même parler de choses compliquées, détaillées, difficiles, sans entrer dans la vulgarité. Et je trouve que, dès que je vois ça dans un livre, je me dis, ça sert à rien, en fait. Et vous allez trouver peut-être un peu naïf, un peu niais de ma part, mais j'aime bien l'élégance. C'est bête comme phrase, hein, mais c'est vrai. J'aime bien l'élégance. Et je pense que on n'a jamais rien à perdre que d'être élégant et de demeurer élégant. Et d'utiliser autant de vulgarité dans un livre, d'être autant dans la déconstruction, être autant dans la destruction des liens familiaux traditionnels, c'est pas mon truc. C'était intéressant là aussi, le concept intéressant, d'avoir d'abord le point de vue du père, puis le point de vue de la fille, de voir que finalement les deux ne se comprennent pas. Mais ce qu'elle en fait dans la deuxième partie, j'ai pas aimé. Donc je vous renvoie à ma vidéo pour vous expliquer plus en détail. Mais encore une fois, sa présence dans ce classement, ce numéro 3, n'a rien à voir avec toute la polémique qu'il y a eu autour de ce livre. Vraiment rien à voir. On passe au numéro 2. Là aussi, ça n'avait pas été très bien pris quand je l'avais dit. Parce que le numéro 2, c'est Philippe Collin, c'est le barman du Ritz. Oui, je suis désolé, je maintiens ce que j'ai dit. C'est pas un roman historique. C'est un récit, c'est un excellent conteur d'histoire. Alors depuis, c'est bien parce que d'avoir fait cette vidéo où j'avais dit que j'avais pas aimé son roman, et je maintiens, je ne l'ai pas aimé, je me suis fermement ennuyé, et pour moi ce n'est pas un roman, c'est un récit, je fais bien la différence entre les deux. Il m'a manqué vraiment le côté romancé, le côté épique. C'est un récit, et c'était intéressant comme récit, mais moi j'ai besoin d'autre chose quand je lis un roman. Vous voyez, la grande différence entre un bon roman historique à la Dumas, et un récit historique comme lui il l'a fait. Et du coup, j'ai été déçu parce que je m'attendais pas à ça en fait. Intéressant, il en aurait fait un podcast
Peut-être qu'il l'a fait d'ailleurs, parce qu'on m'a envoyé depuis plein de liens sur des podcasts qu'il fait pour dire mais regarde ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Bah oui, mais vous m'envoyez des podcasts, vous m'envoyez pas des romans, là, moi je juge un roman. Je trouve que c'est la pire défense que vous pouviez faire sur cet individu, contre qui je n'ai rien. Qui d'ailleurs, je l'ai écouté parler de son livre, il est très sympathique, il est passionnant comme personne quand il parle, et je n'ai absolument rien contre lui. Je parle de son roman, et que je n'ai pas aimé. Et les gens pour le défendre me disent ah mais regarde son podcast. Oui, d'accord, mais encore une fois, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo. C'est comme si que j'allais chez un pâtissier, je lui achète un gâteau basque, je dis bah franchement le gâteau basque il est pas bon, et puis il me montre ouais mais regarde, je suis aussi cordonnier, regarde les sandales que je fais, regarde les espadrilles que j'ai faites. Oui, d'accord, mais moi je t'ai acheté un gâteau basque en fait, je vais pas les manger tes espadrilles. Vous voyez ce que je veux dire, ne le défendez pas comme ça, et à l'avenir ne défendez pas les écrivains en montrant ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ça en fait des personnes intéressantes, et il est très intéressant lorsqu'il fait ses narrations historiques, et il en a fait des très intéressantes, et il y en a beaucoup que j'ai l'intention d'écouter maintenant, mais j'ai pas aimé son roman, et ça veut pas dire que c'est un mauvais romancier, c'est juste que j'ai pas aimé ce roman. Voilà. Et j'explique tout dans ma vidéo, donc là aussi je vais pas aller plus loin. Mais le barman du Ritz, numéro 2, c'est pas le numéro 1, ça aurait pu, mais il y en a un qui m'a vraiment déçu, j'en attendais énormément. Vous allez voir, c'est lequel. Beaucoup vont pas être d'accord, mais enfin, c'est comme ça, je prends des risques. Je le dis, le numéro 1, c'est... Allez, on laisse un peu de suspense. Je manie un peu le micro avec mansuétude, quand je parlais d'élégance. Hop là. Bon, numéro 1, un grand classique. Beaucoup m'ont dit c'est un chef-d'œuvre, et j'en entendais parler énormément. La sortie d'un manga qu'il adaptait, je m'étais dit, tiens, je vais le lire, parce que je ne l'ai jamais lu finalement, ce grand classique, et c'est dommage, et il y a eu beaucoup de films sur ce titre. Un classique de la littérature de l'horreur, écrit par Bram Stoker, c'est Dracula. Voilà. Et je suis désolé, Dracula est ma pire déception de l'année 2024. Je peux pas dire que j'ai détesté, mais j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment passé un mauvais moment, passé de tout le début en fait. Tout le début est passionnant, quand le personnage arrive dans le château, dans l'Europe de l'Est, qu'il y a ce comte Dracula qui l'a fait venir pour des affaires immobilières, il y a une ambiance. Le début est génial. Ça se serait arrêté là, j'aurais dit, mais chef-d'œuvre absolu. Ça fait quoi, 100, 150 pages? Tout le début est vraiment extraordinaire. Et après, du coup, lui, on le perd un peu, parce que on ne sait pas exactement ce qu'il devient, parce qu'il essaie de s'échapper de ce château. Enfin, je vous dis pas tout ce qui se passe, parce que lisez le début, c'est vraiment très très bien, hein, et ça fonde toute la mythologie du vampire et de Dracula. Hein. Mais après, on arrive avec sa fiancée, d'autres personnages, à Londres, puis l'intervention du docteur Van Helsing, qui est un personnage maintenant culte, hein, même de la pop culture, et là, je me suis ennuyé. Voilà. Là, j'ai trouvé les personnages très inintéressants, leur réaction pas crédible du tout, une écriture, un style qui a très mal vieilli, qui est lourd, qui n'était pas agréable à lire. Alors moi, je l'ai lu dans la version, je sais pas si je vais le trouver là, je vais voir. L'édition que j'ai lue. J'ai lu, il y a écrit traduction intégrale. Oui, pas encore traduction intégrale, il veut faire quoi? Il veut traduire la moitié, puis laisser le reste en anglais. Enfin, c'est bizarre, traduction intégrale. Bon, bref, c'est chez J'ai lu. Et voilà, c'est cette édition que j'ai lue. Et je trouve que le style est vraiment mal vieilli, c'est pas agréable à lire. Et encore une fois, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en avais parlé, mais ouais, c'est surtout la réaction des personnages et le fait que au bout d'un moment j'y crois plus. Et il y a même une scène qui m'avait marqué ou qui m'avait choqué, où le mari il est à côté de sa femme elle a été mordue par Dracula, il peut revenir à tout moment, elle est en danger de mort, elle est en danger même qu'il la capture. Et lui, il lui dit, je suis inquiet pour toi, du coup, si ça va pas, tu me réveilles. Mais enfin, ne dors pas surtout. Enfin, je veux dire, il y a ta femme qui est en danger de mort à côté de toi. Tu vas pas dormir, elle a été mordue par un vampire. Et il va revenir à tout moment. C'est-à-dire, il est hyper... pour le coup, il est assez charismatique, Dracula. Hein. Lui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment les 4-5 personnages masculins et féminins qui essayent de s'en débarrasser, qui essayent de lutter contre et qui sont insupportables, en fait. Et qui sont insupportables. Il y a des côtés vraiment insupportables dans ce roman, et ça m'a agacé, et la fin est insupportable, et toutes leurs histoires entre eux sont insupportables, non, franchement, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Voilà, c'était, on va dire, ma pire lecture de l'année 2024. Oui, et j'ai même mis un peu de temps à le lire. J'arrivais pas à avancer à un moment.
Le début, je l'ai vraiment lu très 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 vite. Et je m'étais dit, bon, non, là on est en présence d'un grand chef-d'œuvre. Vous voyez. Et puis après, patatras. Et le fait que j'utilise l'expression patatras, de 1, il faut plus rien que je dise après ça. Et de 2, c'est dire ma détresse psychologique quand j'ai lu ce roman. J'en ai fini avec mes 10 pires lectures de l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même. J'imagine qu'elle va en faire réagir certains d'entre eux qui vont de nouveau se réveiller à propos des Guerriers de l'Hiver, du Club des Enfants Perdus, de Philippe Collin. Je vous attends, on va en parler, rassurez-vous. Vous pouvez venir sur le Discord que j'ai créé pour échanger directement, échanger entre vous, débattre entre vous, dans le respect. Vraiment, j'insiste, chacun doit se respecter sur ce Discord et de manière générale dans les commentaires. C'est fou, hein, je l'ai créé il y a quelques mois, et maintenant, j'ai vu là récemment, vous êtes 570 à être venus sur le Discord. Et il y a de plus en plus de débats, d'échanges au quotidien, les gens se montrent les photos des derniers livres qu'ils ont achetés, ils se font des conseils sur tout, on parle même de cinéma, on organise des lectures communes, il y a celle de Proust, de Balzac, de Zola, mais j'ai également créé des salons pour ceux qui veulent maintenant s'organiser entre eux sur des lectures communes. Il y en a une qui va partir sur les Rois Maudits, une autre qui va partir sur les raisins de la colère, sur À l'Est d'Éden, moi je vais en organiser d'autres dans l'année, venez, venez sur ce Discord. Il est génial, il y a des gens passionnants. Là, j'adore vous lire. Alors, je ne peux pas aujourd'hui vous dire tous vos échanges, parce que je vois que même maintenant, tous les jours, vous échangez. Mais j'essaye, autant que faire se peut, de venir, d'échanger aussi avec vous, de participer aux discussions lorsque je le peux. Passez une bonne journée, quand même. Et puis, dites-moi, vous, quelles sont vos 10 pires lectures, ou vos 2, 3 pires lectures de l'année 2024. À très bientôt, au revoir.